Les invisibles. Juin 2020. Ma vie bascule du jour au lendemain dans une maladie neurologique, rare, qui n'a de poétique que le nom. Le syndrome du mal de débarquement. Les symptômes qu'elle m'amène vivent en colocation avec moi, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et ne prennent jamais leur week-end. Je n'ai donc pas la place pour un autre combat. Du moins, c'est ce que je crois. Puis vient ce jour où je témoigne dans une émission télé, dans l'espoir de rendre visible l'invisibilité du syndrome dont je suis atteinte. À peine sortie du plateau, forte de cette expérience et encore dans mes talons rouges, une évidence s'installe. Je n'en resterai pas là. Dans le train du retour, je rejoins à la fois ma maison et mon nouveau combat. Offrir un espace de parole au travers d'un podcast aux personnes qui composent, bien souvent en silence, avec des maladies invisibles et avec les regards de société qui ne croient que ce qu'elles voient. Deux réalités plus souvent subies que choisies. Aujourd'hui, loin de mes talons rouges et au plus proche de l'engagement, l'évidence s'étend. C'est à l'invisible au pluriel que je vous invite. Ceux qui dans la chair, l'esprit et les sociétés se vivent, sans pour autant faire de bruit. Si comme le dit Antoine de Saint-Exupéry, l'essentiel est invisible pour les yeux, ici, on compte bien le faire entendre. Bonne écoute. Vous êtes trop jeune, trop jolie. Voilà la phrase lâchée à Charline par un neurologue des urgences, alors qu'elle était paralysée de tout le côté droit. Hémiplégique, elle rentre chez elle avec pour seul traitement un Doliprane. Les conséquences de cette maltraitance médicale, Charline les subira des années durant. Perdue dans l'errance médicale et alors qu'elle cherche à refaire corps avec le sien, la vie lui met sur son chemin un guide. Ce dernier, outre le miracle de lui redonner des sensations dans ce côté droit endormi, formera Charline au yoga thérapeutique. Une discipline inattendue quand on ne peut se déplacer autrement qu'en béquille. Toujours malade, mais enfin souveraine, Charline décide de récolter les témoignages d'autres femmes victimes d'errance médicale. C'est triste à dire, mais il y en a à la pelle. Alors 300 pages de bouquin, c'était sa part à elle, pour rendre compte de ces vies parfois capturées dans la souffrance et l'attente. Je n'en pouvais plus du sexisme subi quand on est patiente. Charline soulève dans son témoignage les inégalités de traitement entre les sexes. Et ça ne va même pas te surprendre de voir comme on est différemment lotis. Merci à Charline de faire partie de celles et ceux qui représentent à nos côtés l'invisible, ses violences et ses forces aussi. Hello Charline. Hello Tamara. Comment est-ce que tu vas aujourd'hui ? Écoute, franchement aujourd'hui, ça peut aller. Vraiment, mais tu m'aurais posé la question hier, c'était une catastrophe. Mais aujourd'hui, en plus je suis avec toi, donc franchement là, ça va. Pour l'instant, ça va. Et toi, comment tu vas ? Écoute, moi je suis au Portugal, à 1 kilomètre de la mer, chez mon père et sa femme Maria. Et donc moralement ça va super bien, il fait super beau, voilà, c'est l'air de la mer, on est souvent heureux en bord de mer. Donc moralement ça va bien, physiquement c'est compliqué, j'ai mes symptômes de tangage notamment qui sont hyper violents. Donc comme quoi, hein, c'est pas toujours lié aussi, hein, le moral et le physique, hein, même si on le sous-entend souvent. Donc voilà, c'est un peu à double tranchant, beaucoup de bonheur et en même temps des symptômes violents. Alors, je peux comprendre. Et en même temps, tu vois, la semaine dernière, j'étais justement au bord de la mer. Et vraiment, le climat, ça change tout. J'ai l'impression que ça change vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Enfin, moi, dans ma maladie, en tout cas, au niveau des douleurs, c'est pas du tout comme ici où moi, j'ai de la pluie depuis des mois. Et avec l'humidité, c'est toujours très douloureux, toujours très compliqué. Mais je sais pas pourquoi, au bord de la mer, il y a ce truc qui se passe. En plus, bon, bah, il fait quand même meilleur, il y a toujours du soleil.
Et il y a, je sais pas si c'est l'effet vraiment vacances où tu changes d'air ou quelque chose comme ça, mais je pense qu'il y a vraiment un effet bénéfique d'être au moins au bord de la mer. Alors pour ceux qui aiment la mer, effectivement, mais c'est toujours quelque chose qui me fait du bien. D'ailleurs, je devrais peut-être penser à déménager un jour. Je crois qu'on est beaucoup à se l'être dit. Je pense que oui, on est beaucoup à se poser la question. Alors, on tient pas tous dans le sud de la France. Enfin, pour moi, c'était dans le sud de la France, mais euh, mais ouais, je pense que ça a quelque chose de très bénéfique en fait, le climat d'une Mm, manière générale, parce que le soleil, ça joue beaucoup aussi sur le moral, l'humeur, et puis on est sur la sortie de l'hiver, donc ça fait du bien quand même. carrément. Alors du coup, moi je t'ai rencontré via Instagram. T'as un compte qui se nomme Trop jeune, trop jolie. Alors j'ai envie de te demander ce que ça signifie parce que c'est vrai que t'es jeune, c'est vrai que t'es jolie, mais je pense que ce compte il existe au-delà de ça et plutôt pour dénoncer quelque chose plutôt que faire l'éloge de ta beauté et ta jeunesse, certes existante. Alors c'est très gentil. Effectivement, j'ai pas nommé ce compte en pensant à moi directement. Je me permettrai pas de dire de ma personne que je suis trop jolie. Ça dépend de chacun. Mais effectivement, ce compte est né à la suite de plusieurs années d'errance médicale. Et en refaisant un peu le parcours et tout ce qui a pu me choquer dans ce parcours, j'ai retenu une phrase qui était quand même très choquante et qui est très dure à entendre et encore plus dure à assimiler. D'ailleurs, je l'ai toujours pas digéré. Quand j'ai fait une hémiplégie il y a maintenant 9 ans, je me suis retrouvée vraiment paralysée tout le côté droit vraiment du sommet du crâne jusqu'à la pointe du pied. Je ne pouvais plus parler, je voyais trouble. C'était vraiment pour mes parents et moi, j'étais vraiment en train de faire un AVC. Il s'est avéré que les pompiers ont mis du temps à venir. Ils ont mis du temps à m'emmener et quand je suis arrivée aux urgences, j'ai tout de suite vu un neurologue qui m'a dit cette phrase: de toute façon, vous êtes trop jeune et trop jolie pour être malade, donc vous allez pouvoir rentrer chez vous. Et j'étais toujours paralysée à ce moment-là, et donc bien évidemment, je ne pouvais pas avoir de répartie parce qu'en général, j'ai beaucoup de réparties, mais à ce moment-là, c'était pas possible. Et cette phrase a vraiment résonné en moi pendant un certain nombre d'années. Je me disais, mais en fait, le problème, finalement, c'est moi. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qui se passe dès qu'on me voit, dès qu'on me regarde? On se dit, elle est trop jeune, c'est pas possible, ou elle est trop jolie, c'est pas possible. Ça marche avec beaucoup d'adjectifs. Et, euh, et au final, ils m'ont un peu, enfin, ils m'ont carrément laissé tomber par rapport à ça, par rapport à ce que le jugement qu'ils ont fait dès que je suis arrivée. En fait, il y a un énorme jugement qui, je pense, empêche de prime abord le corps médical à essayer d'aller vers la pathologie. Bah oui, c'est sûr, quand on a 24 ans, faire un AVC, c'est pas ce qu'il y a de plus évident. Voilà, de prime abord, c'est pas ce qu'on va se dire. Donc moi, je suis simplement repartie chez moi avec un Doliprane et un diagnostic de migraine. Je ne suis pas migraineuse, je ne l'ai jamais été. Et je n'ai jamais eu de diagnostic avéré d'AVC, mais j'ai mis 2 ans à m'en remettre en termes de rééducation avec le kiné et j'ai fait 6 mois de rééducation avec l'orthophoniste pour le trouble de la déglutition parce que je m'étouffais en permanence suite à ça. Et, hum, et ça n'allait pas forcément mieux. Et j'ai découvert un peu par hasard et malgré moi, à la suite d'un rendez-vous chez un ostéopathe, puisque j'étais toujours en béquille et que ça ne n'allait pas et que mes médecins me disaient mais arrête, c'est pas possible, t'as pas fait d'AVC, sinon ce serait diagnostiqué par l'hôpital, donc c'est que ça doit aller. Mais non, ça n'allait pas. Enfin, en tout cas, niveau moteur, ça n'allait pas. Je ne pouvais pas marcher correctement, en tout cas. Donc, à l'aide de béquilles
Et je suis allée voir donc un ostéo en me disant peut-être qu'il pourra faire quelque chose pour moi. Et elle m'a répondu, mais elle m'a mise devant le miroir en sous-vêtements. Elle m'a dit regarde-toi, t'es cassée de partout. De toute façon, on pourra rien faire pour toi. Bon là, ça a été t'as 25 ans, tu te dis mais ma vie elle est complètement foutue. Enfin déjà après ça, j'ai dû arrêter mes études, mon travail, j'ai dû lâcher mon appartement, retourner vivre chez mes parents parce que je ne pouvais pas monter mes 3 étages, c'était juste impossible. Et elle me dit ça et elle me dit attends, je t'emmène à la porte d'à côté voir un collègue, un confrère. Et en fait, cet homme-là que j'ai beaucoup admiré et beaucoup aimé pendant des années et encore maintenant, était prof de yoga, mais yoga traditionnel thérapeutique. Et moi, j'arrive avec mes béquilles, je me dis mais qu'est-ce que je fais là? Et puis du yoga, non, c'était pas du tout dans mon tempérament et dans mon optique de vie. Et c'est en fait c'est comme ça que tout a commencé. Enfin, je veux dire, toute ma vie a changé. Euh, et dans le malheur, finalement, des fois, tu as des choses qui sont bénéfiques auxquelles tu n'aurais pas pensé. Et donc, je rencontre ce Bouddha. Pour moi, il avait l'allure d'un Bouddha. C'était vraiment parfait. Et on discute pendant 2 heures. Il me fait pas payer ma séance. On discute juste pendant 2 heures. Je reviens la semaine d'après. Il me fait la thérapie manuelle. Et petit à petit, je commence à retrouver la sensation dans mon côté droit. Je commence à retrouver l'usage de mon corps, les mouvements. C'était vraiment presque magique en fait. Et tout ça sans faire de yoga à proprement parler. Et puis plus je récupérais ma jambe, plus j'arrivais à remarcher, plus il me faisait faire justement des postures, enfin du yoga vraiment, enfin au niveau des postures en tout cas. Et puis j'ai eu un déclic, je lui ai dit écoute, bah moi je peux plus rien faire en fait, je peux plus travailler, j'ai dû arrêter mes études, j'étais en master de communication marketing, je me voyais, tu sais, en talons aiguilles avec une petite jupe crayon, du rouge à lèvres, un attaché-caisse sous le bras et avoir des rendez-vous toute la journée. Et je me voyais comme ça moi dans ma vie. Et bon, bien sûr, les talons c'est plus possible, ça c'est sûr. Mais en fait non, je lui ai dit bah écoute, est-ce que tu penses que tu peux me former? Et est-ce que moi, je pourrais aussi, une fois que j'irai vraiment mieux, une fois que j'aurai appris tout ça, tout le yoga, est-ce que tu penses que moi aussi, je pourrais faire du bien aux autres et devenir professeur de yoga et enseigner et faire les choses avec bienveillance, quoi? Et il me dit, bah oui, bien sûr, c'est le but. Et donc, du coup, il m'a formée et je suis devenue professeure de yoga. Mhm. Et ça a changé un peu ma vie parce qu'au final, ça m'a donné un métier. Mais un métier où finalement, quand tu as une maladie chronique, ben tu peux pas non plus donner autant de cours qu'une prof de yoga, on va dire entre parenthèses lambda, qui n'a aucun problème de santé et qui peut faire du yoga 10 heures par jour sans problème. Moi, c'était 2 heures par semaine, tu vois, c'était vraiment très limité, mais au moins ça m'a sorti un peu de bah enfin de l'enfer de la maladie où tu te renfermes, où tu peux plus rien faire, où tu as l'impression que tu ne sers plus à rien en fait. Et là non, j'avais l'impression justement, il m'a donné cette chance et j'avais déjà retrouvé l'usage de mon corps, à pouvoir faire beaucoup de choses. Et et ensuite il m'a donné cette chance de pouvoir euh, aider aussi les autres. Hmm. Et l'expérience que tu as vécue à l'hôpital, est-ce que pour toi, ça a été vécu comme un événement traumatique? Complètement. Parce qu'en fait, ensuite, ils ont voulu me faire passer un scanner, mais ils m'ont oublié pendant 2 heures dans un couloir où il y avait personne. J'étais dans le noir, il y a personne qui passait. Ça a été très traumatisant et petit à petit, je commençais à avoir la paralysie qui s'estompe. Donc, j'arrivais à essayer de retrouver un peu la parole et je me suis mise à crier. Et je dis, mais est-ce qu'il y a quelqu'un? Mais vous m'avez oublié, mais vous m'avez laissé. Je pensais tout de suite, ma première pensée, c'était pas moi, c'était mes parents. C'est-à-dire que mes parents, ça faisait 2 heures.
On leur a dit ça met 20 minutes et ça faisait plus de 2 heures qu'ils m'attendaient, qu'ils savaient pas où j'étais, ce qui se passait. Et j'imagine même pas, enfin, ce qui peut se passer dans la tête de parents de qui on est très proche. Enfin, je veux dire. Et donc oui, ça a été ma première réflexion, ça a été ça. Et je me dis mais c'est pas possible. Tu vois, bon moi, bah c'est pas grave, je suis là, je sais qu'il m'arrive rien de mal. C'est juste on m'a oublié. Enfin, c'est pas génial non plus. Mais c'est surtout j'ai eu cette première pensée pour mes parents. Je me suis dit mais les pauvres, ils doivent vraiment se faire un sang d'encre. Ils savent pas si je suis complètement paralysée, si je vais ressortir, s'il y a eu un caillot, un truc, si je suis encore là ou pas. Et là, ça m'a fait pleurer. Je pense que il y a aussi cette idée un peu, quand t'es entre les murs de l'hôpital, tu sais pas trop ce qui t'arrive, ce qui se passe, t'as toujours une idée de cette mort imminente qui peut t'arriver. Enfin, pour une personne anxieuse, pour moi. Ça m'arrive quand même assez régulièrement quand je sais pas ce qui se passe. Et là, je me suis mise à beaucoup pleurer. J'ai vraiment pensé oui, à mes parents. Beaucoup. Au final, c'était peut-être un traumatisme même partagé, quelque part, par la famille. Oui, complètement, complètement. Mais moi, enfin, si on en parle encore aujourd'hui, si j'en parle devant ma maman et c'est arrivé dans d'autres, dans des interviews ou dans des conférences que j'ai pu faire, où j'ai dû parler de ça, où ma mère fond en larmes parce que je pense que c'est finalement peut-être plus traumatisant pour les gens qui nous aiment et qui savent pas, enfin, qui savent qu'on est dans une situation délicate et qui savent pas ce qui se passe non plus. Donc, ouais. Et cette expérience, elle a quand même été le moteur d'un très très grand projet, un projet d'à peu près 300 pages. Un projet d'à peu près 300 pages, effectivement. Alors, c'est pas venu tout de suite, parce qu'il s'est passé quelques années. Il s'est passé 7-8 ans entre cet épisode assez dramatique dans ma vie, mais c'est le côté plus dramatique en fait, c'est que finalement cet épisode d'hémiplégie a déclenché, on va dire, en moi beaucoup de symptômes de douleur et a commencé une errance médicale où on savait pas, parce que comme rien n'était acté, rien n'était écrit par rapport à cette hémiplégie, chaque médecin donnait son opinion par rapport aux douleurs, par rapport aux nouveaux symptômes. Mais clairement, il y a vraiment eu un avant et un après dans ma vie. Et, et j'ai vu beaucoup, beaucoup, beaucoup de médecins. Je suis passée par des fois des petits stages à l'hôpital où on m'a gardé une semaine pour pas grand-chose d'ailleurs, à des comptes rendus qui ne plaisaient pas aux médecins traitants. Donc j'allais voir un autre spécialiste qui remettait une couche sur un autre truc. Et en fait, tout le monde se balançait. J'avais l'impression, tu sais, le jeu de la patate chaude, à qui allait se refiler le truc. C'était vraiment compliqué pour moi et au bout d'un moment j'ai laissé j'ai tassé les choses, j'ai laissé faire et je pense que j'ai dû avoir un rendez-vous médical qui m'a pas du tout plu en termes d'échange où on a dû me prendre vraiment pour une imbécile une fois de plus. Et là, je me dis, mais c'est pas possible. Mais je suis la seule ou quoi à vivre ce genre de choses. Mais c'est pas possible. Je peux pas être la seule. Et il m'est venue l'idée déjà du compte Instagram. Et donc, j'ai créé ce compte pour essayer de recueillir des témoignages. Et là, j'en ai reçu mais des dizaines et des dizaines. Et je me suis dit, ah, enfin, je suis pas seule. C'est dommage, c'est dramatique quand même. Mais je suis pas seule. Donc, c'est qu'il y a quand même un problème quelque part. Et je continue à récolter des témoignages et je me dis bon allez, j'avais déjà écrit un livre donc sur un tout autre sujet, sur le yoga justement, et j'envoie mon projet, mon sujet à mon éditrice et elle me dit ah ouais, ah ouais c'est bien, c'est un bon sujet et d'ailleurs c'est même un très bon sujet et tu vas pouvoir écrire tout ce que tu veux à propos de l'errance médicale, tu fais ce que tu veux. Et elle m'a dit que c'était un bon sujet parce qu'en fait, elle aussi, elle souffrait d'une maladie chronique. Parce que je pense que si j'avais exposé mon projet à quelqu'un qui ne connaît pas du tout
enfin qui n'a aucune pathologie, qui ne connaît pas même la douleur ou même le fait d'avoir un rendez-vous médical qui ne sert à rien, on m'aurait dit de quoi tu parles. Alors que là, ça a touché la bonne personne. Et au départ, je voulais mettre que les témoignages en fait. Je voulais expliquer ce que c'était l'errance médicale, ensuite aussi l'errance thérapeutique, parce que même quand tu as un diagnostic, parfois t'es un peu laissé aussi dans la nature, donc t'as pas forcément de soulagement thérapeutique qui va avec. Et expliquer pourquoi plus les femmes, parce que les hommes aussi vivent, oui, parce que mon livre s'appelle L'errance médicale chez les femmes, mais c'était mon angle à moi, parce que je n'en pouvais plus du sexisme qu'on pouvait subir, nous, en tant que femmes, quand on était patiente, quand on est patiente. Et il y a des choses qu'on va se permettre de dire aux femmes qu'on ne se permettra jamais de dire aux hommes, mais c'est même pas ne pas se permettre, c'est qu'on n'y penserait même pas à leur dire la même chose. T'as un exemple? Et bah trop jeune, trop jolie déjà. Tu vas dire est-ce que tu vas dire ça à un homme? Vous êtes trop jeune et trop jolie, monsieur. C'est pas possible que vous ayez mal. Ouais, il y a plein d'exemples. Après, on a toujours ces exemples, tu sais, de oh, mais vous devez être un peu fatigué, ça doit être les hormones. Oh, mais vous devez être surmené si vous avez des enfants, c'est normal. Si, enfin, des choses on peut pas dire, on peut pas dire aux hommes. C'est souvent, tu vois, je mets une référence dans mon livre avec un exemple. Un homme qui va consulter un médecin qui explique ses symptômes. Et ensuite, tu as la femme qui va consulter ce même médecin qui explique les mêmes symptômes. Et en gros, le mec, il va avoir soit des vrais médicaments ou des examens complémentaires à passer. Et la femme, on va lui proposer des anxiolytiques ou des choses pour se détendre, en fait. Et c'est vraiment la grosse différence que tu peux avoir dans la prise en charge ou dans les diagnostics ou même dans le fait d'être écouté ou cru, tu vois. Moi, j'ai eu le souvenir aussi justement quand je suis tombée malade, j'ai consulté 2 personnes, une fois aux urgences et une personne qui était endocrinologue. Et aux urgences, c'était un ORL. Et les 2 m'ont dit il faut vous reposer, madame. Et en fait, je sentais non seulement déjà de la condescendance dans la manière de le dire, hein, c'était vraiment reposez-vous, ça va aller après 3 jours de sieste et puis 12 heures de sommeil par nuit. Il y avait déjà ça, et puis surtout, moi je leur disais, mais en fait, je n'ai pas besoin de repos. Enfin, à la base, je suis une personne qui fonctionne tout à fait normalement et qui dort 6 heures par nuit et ça lui va très bien. Enfin, genre, ce repos-là, je comprends pas en fait le sens de ça. C'est pas comme si j'étais arrivée à une situation d'épuisement en réalité. Et c'est vrai que je me suis demandé plusieurs fois si j'avais été un homme, si déjà on aurait mis autant de condescendance dans la manière de le dire, et si c'était le repos qu'on m'aurait proposé comme piste thérapeutique. Je pense pas. Très clairement, je ne pense pas, tu vois. Vu les témoignages que j'ai reçus, c'est... Alors attention, il y a aussi des hommes qui m'envoient des témoignages ou qui me félicitent, entre guillemets, ou qui ont lu mon livre, parce que ce n'est pas destiné que aux femmes. Tout le monde peut lire ce livre, il n'y a aucun problème, que ce soit les patients, que ce soit les médecins, enfin, le corps médical, les femmes, les hommes, il n'y a aucun problème. Je le dis d'ailleurs, ça touche vraiment tout le monde. Simplement, il y a ce petit truc en plus qui est le sexisme et que je ne peux pas... moi personnellement, je peux pas me considérer comme féministe. Je trouve ça normal, l'égalité, la parité. Je trouve ça normal. Pour moi, c'est pas forcément une forme de féminisme, pardon. Par contre, ce qui est pas normal, c'est quand on a un métier comme ça, un domaine médical, ou quand tu signes ton serment d'Hippocrate, où tu dis et tu promets que tu vas soigner tous les gens exactement de la même manière, que ce soit un homme, une femme, un enfant, une personne âgée, que ce soit de ta famille, que ce soit des gens que tu ne connais pas, que ce soit des pauvres, des riches, enfin, peu importe. La personne en elle-même, le patient en elle-même est un patient. Tu dois pas voir autour. C'est pas qui est cette personne, qu'est-ce qu'elle fait, enfin voilà. Tu as un patient avec des douleurs, des symptômes, une pathologie.
tu t'en occupes, c'est tout. C'est comme ça. Enfin, moi, je vois les choses comme ça, en tout cas. Ça, c'est quand même la base de la médecine, on va dire. Mais au final, quand il signe ce serment, je pense que ce qui est vraiment oublié, c'est à quel point on est obligé de déconstruire. En fait, tout ce qu'on a intégré dans notre éducation, environnement, parce que on vit tous dans un monde sexiste, raciste. Enfin, ça, c'est une réalité. Et donc, je pense qu'on peut pas signer ça sans s'être déconstruit au maximum, en réalité. Ouais, tu dois être vraiment neutre, le plus neutre possible. Et pour être neutre, t'es obligé d'avoir tout déconstruit, effectivement, et de ne plus avoir, comment on dit, je sais pas, attends, je sais pas comment on dit. Quand tu as... Des préjugés. Oui, voilà. Merci. Alors, attends, je recommence. Du coup, c'est quand tu veux être neutre, ça veut dire que tu déconstruis tout et que tu ne laisses pas tes préjugés t'atteindre. C'est des choses qui sont ancrées en fait. Des fois, on n'y peut rien, mais c'est vrai que tu peux te dire ah bah tiens cette personne, elle a l'air de ou elle est peut-être comme ça, comme ci, comme ça. Mais quand t'es médecin, tu peux pas avoir toutes ces pensées. Donc t'es obligé d'être le plus neutre, dans la neutralité la plus complète pour avoir le meilleur diagnostic et pouvoir aider et soigner cette personne du mieux possible. C'est intéressant aussi quand tu parles du fait de soigner autant les personnes riches que les personnes pauvres, parce que du coup, ça pose la question des hôpitaux privés, des cliniques. Quelque part, clairement que dans ces endroits-là, c'est que des patients qui ont de l'argent qui sont soignés. Est-ce qu'une personne qui n'en a pas pourrait aller sonner et dire, mais en fait, moi là, j'ai besoin d'aide et enfin voilà, enfin ça pose ces questions, je trouve assez paradoxales au final, tout ça. Moi, je me souviens que tu cherchais un ou une médecin pour préfacer ton livre à l'époque. Donc cette personne, tu l'as trouvée, vu que le livre est paru. Oui, je l'ai trouvé. En fait, il y a eu quelques difficultés justement avec un premier éditeur que j'ai dû quitter parce qu'on me demandait la préface d'une personne connue pour que ça se vende mieux, tu vois, que ça se voit mieux sur les étals. Et je ne voyais pas l'intérêt d'avoir une personnalité publique qui fasse la préface de mon livre alors que c'est un livre à la base vraiment sur le médical et qui pour moi ne pouvait pas être préfacé par quelqu'un d'autre que quelqu'un du corps médical, vraiment, qui avait cet état d'esprit de pouvoir comprendre les problèmes relationnels entre les patients et les médecins et du coup se placer lui en tant que médecin qui pense la même chose que les patients. Et pour moi, ça, c'était super important. En plus, j'ai choisi un homme pour justement dire que ce n'est pas un livre que féministe avec que des femmes dedans. Après, c'est le seul homme, effectivement, mais il a un certain poids sur ce qu'il dit. Il a beaucoup d'années derrière lui en tant que professeur et du coup c'était super important pour moi d'avoir sa préface parce que je sais il est contre cette errance médicale, mais il est surtout contre le fait de dire aux patientes que c'est dans leur tête. Ça, il ne supporte pas du tout. Et, euh, et d'ailleurs, quand on en parlait, il se mettait vraiment en colère. Hein. Il se mettait vraiment en colère en me disant, mais c'est pas possible, c'est vraiment inadmissible d'avoir des médecins qui disent ça encore aujourd'hui. Comment on peut dire à une personne qui souffre, qui a des symptômes, que c'est dans sa tête? Alors, il y a une réponse très juste que tu peux faire. C'est oui, c'est dans la tête, étant donné que c'est le cerveau qui gère la douleur. Donc, mais à partir du moment où tu souffres, c'est il y a quand même quelque chose au moins à chercher. Enfin, tu vois, c'est vraiment
Et puis écouter, mais simplement écouter les gens, les patients, les patientes. Les écouter, c'est quand même je sais pas si en 15 minutes, en fait, tu peux vraiment écouter ton patient. Il y a ça aussi, c'est très compliqué. Donc ça, on en a parlé avec lui, donc il s'appelle Stéphane Gaillet, c'est un infectiologue. Et donc c'était très intéressant d'échanger avec lui, et surtout qu'il parlait beaucoup, donc j'avais beaucoup d'informations à emmagasiner, et c'était très intéressant. Et il a fait cette préface, bien sûr, avec grand plaisir. Moi, j'ai été hyper touchée par sa préface. J'en ai d'ailleurs cité des bouts sur le site internet de l'association que j'ai fondée, donc sur le site lesinvisibles.ch. Et notamment, ce qui m'a touchée, c'est le fait de voir qu'un médecin parlait des conséquences réelles de la maladie, comme par exemple l'isolement, mais aussi le suicide. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie encore énormément, mais beaucoup de personnes qui mettent fin à leur jour sont aussi des personnes qui sont très souvent touchées par des maladies chroniques et qui ont peu d'espace en fait pour pouvoir en parler, ou qui sont inconsidérées. Et ça, c'est quelque chose qui est venu me toucher fort, en tout cas, le fait qu'ils puissent parler de ces conséquences-là, parce qu'elles sont souvent aussi ignorées et aussi invisibilisées. C'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée aussi, et moi, par pudeur, je pense, j'ai pas voulu en parler dans mon livre, mais par contre, j'ai milité pour qu'elle reste dans la préface, enfin pour que ce sujet-là reste dans la préface, parce que c'est super important, et c'est vrai qu'on oublie énormément que la douleur, en fait, elle peut vouloir nous faire partir, en fait. C'est ça. Et je te cache pas que j'ai déjà eu des idées noires. Parce que la douleur est trop forte, et tu te demandes vraiment ce que tu fais là. Et puis finalement, le lendemain, ça va mieux. Et c'est un peu des hauts et des bas. Je pense qu'on traverse tous ça. Et malheureusement, des fois, c'est trop, beaucoup trop. Et c'est à ce moment-là, en fait, que les gens ont beaucoup besoin d'aide et qu'ils n'en ont pas. Et c'est un sujet qui est vraiment très important, et je suis même contente, entre guillemets, qu'il en ait parlé, parce que je me voyais pas, moi, aborder le sujet. Petite patiente que je suis, ça aurait plus mis de l'huile sur le feu qu'autre chose dans un livre déjà un peu qui reste un peu tabou finalement pour beaucoup de monde. Je vois dans la manière de communiquer sur ce livre, qui ne dépend pas forcément de moi, mais tout ce qui va être relations, presse, médias, pour parler de ce livre, ils sont très très tatillons. J'ai déjà reçu des mails qui me disaient ah, mais tu sais, alors ton livre il est vraiment génial, mais si on fait un article comme ça dessus, mais ça va pas plaire aux médecins, et après ça va nous retomber dessus. Bah je dis bah faites ce que vous voulez, quoi. Enfin, tant pis, je ferai ma communication toute seule, et puis les filles, elles communiqueront entre elles, si ça leur fait du bien, c'est le principal, quoi. Moi, j'ai beaucoup aimé ce que dit aussi l'association Stop Suicide en Suisse par rapport à ça. C'est que c'est pas qu'on ait forcément envie de mourir, mais c'est qu'on ait envie que ça s'arrête. Et je trouve que cette nuance, elle est vraiment intéressante, parce que moi-même, quand les symptômes sont trop forts, j'imagine mourir, mais pas parce que je le souhaite, parce qu'en réalité, je suis quelqu'un de joyeux qui aime la vie, mais j'ai simplement envie que les symptômes s'arrêtent, et que du coup, le seul moyen que ça s'arrête, c'est d'être mort. Donc, ou d'être dans un coma, j'en sais rien, mais de ne plus ressentir. Et je trouve cette nuance intéressante. C'est pas vouloir mourir, c'est vouloir que les symptômes cessent. C'est exactement ça. Et en fait, la maladie, ça, comme je te le disais, ça touche tout le monde. Aussi bien des personnes qui sont déjà un peu tristes de base, que des personnes très joyeuses, très joviales. Et c'est aussi ça qui est compliqué dans le domaine médical, enfin pour le corps médical en tout cas, c'est d'arriver à comprendre que des personnes heureuses de vivre peuvent énormément souffrir de leurs symptômes. Pas souffrir mentalement, mais souffrir de leurs symptômes. Et ça,
effectivement, c'est des choses quand tu passes une journée horrible au lit où tes douleurs et tes symptômes sont complètement incessants. Enfin, j'imagine aussi pour toi que ça doit être horrible d'avoir ces symptômes, d'avoir l'impression de tanguer en permanence. Enfin, t'es obligé de t'allonger, je pense. Enfin, tu dois vraiment. Non, pas vraiment en réalité. Non, c'est vrai. Non, c'est presque encore pire. C'est vrai. Ouais. Mais ouais, c'est comme si je vivais sur un bateau en permanence, donc je suis comme dans une cabine et il y a tout qui bouge. Et il y a des jours où tu as l'impression que tes symptômes sont vraiment trop présents. Enfin, je veux dire, est-ce que tu fais des genres d'énormes crises où vraiment c'est pire que toutes les autres fois où En fait, ils sont permanents et continus, enfin, je sais pas si c'est assez rare, mais j'entends pas ça pour toutes les maladies. C'est vraiment que ça ne s'arrête jamais. Après, il y a des niveaux, clairement. Donc, soit j'ai l'impression d'être en haute mer ou moyenne ou basse mer. Donc, c'est plus ou moins gérable en fonction de ça. Mais il s'arrête jamais. Dès que j'ouvre les yeux le matin, c'est là, quoi. Ouais, donc en plus, tu vois, dans ce genre de maladie comme la tienne, c'est plus que pénible de vivre ça tous les jours, et au bout d'un moment je pense que tu dois vraiment te dire mais il faut que ça s'arrête, en fait il faut que ça s'arrête, mais ce que tu disais, il faut que ça s'arrête, la maladie, il faut que ça s'arrête, les douleurs, les symptômes. Je veux juste avoir une vie normale et pouvoir être heureuse de vivre, mais tous les jours. Et toi, en dehors de l'expérience que tu as vécue il y a quelques années, tu as aussi eu un diagnostic, non? Alors, j'ai eu un diagnostic très récent, en 2022, du syndrome des leurs dans l'os, qui au final, le professeur que j'ai vu, elle est vraiment géniale. Je le mets dans mon livre, c'est une des rares médecins que j'ai vu qui me considérait comme une adulte. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que elle me parlait vraiment comme une adulte qui s'intéresse aux choses. Quoi. Exactement. Et c'est une femme, bizarrement. Oui, bizarrement, c'était une femme. Bon, après, elles sont pas toutes comme ça non plus. C'est assez. D'ailleurs, c'est assez paradoxal les femmes médecins en règle générale. Mais oui, donc elle m'a dit, mais c'est surtout qu'elle m'a dit. Bon, je comprends pas trop pourquoi vous venez me voir, étant donné que vous avez déjà eu ce diagnostic en 2016 et ce diagnostic en 2020. Je lui dis mais non. Elle me dit si, tel médecin a dit trouble postural, trouble myofacial, je ne sais quoi. Bref, des éléments que moi je ne comprenais pas en tant que patiente. Dans un compte rendu, si tu marques pas le nom d'une maladie que je connais déjà, je vais avoir du mal moi en tant que patiente. Et elle me dit en 2020, c'est pareil, trouble du spectre de l'hypermobilité, que des troubles. Je pourrais même pas te les citer, tout ce que l'interniste à l'époque avait mis. Et elle me dit tout ça, ça veut dire la même chose. Alors moi, je la regarde avec des grands yeux, je fais comment ça, tout ça, ça veut dire la même chose. Elle me dit tout ça, ça veut dire que vous avez le syndrome des leurs dans l'os. Et je lui dis et donc on le sait depuis 2016 en fait, mais personne s'est préoccupé personne n'a jugé intéressant de te le communiquer. Exactement. Toi, la première concernée. C'est ça. Alors effectivement, en 2016, on m'avait donné des séances de kiné, des séances d'orthopsie, des séances d'orthophonie, plein de choses à faire. J'ai fait tout ce qu'on m'a dit. Et même à l'époque, je me souviens, cette interniste à l'époque, en 2016, m'a dit ça serait bien de vous mettre au yoga. Bon, je peux pas faire plus que ce que j'ai fait, tu vois, devenir prof. Et tout ça était déjà pré-diagnostiqué en fait. Et donc oui, j'ai eu ce diagnostic-là, mais donc en 2022, qui n'est soi-disant toujours pas recevable pour mon médecin traitant, car non issu d'un centre de référence. Et là, si je prends rendez-vous dans un centre de référence, je vais encore attendre 2 ans pour rien au final. Pour rien de plus qu'un papier écrit noir sur blanc, vraiment le nom de la maladie ou quoi que ce soit. Parce que au final, pour cette maladie-là, à part des vêtements compressifs qu'on peut te proposer ou des séances de kiné, des choses comme ça, et tout ça, je l'ai déjà, il y a rien d'autre à faire. Donc moi, réattendre 2 ans pour refaire un rendez-vous stérile, on va dire, ça sert à rien, quoi. À part te remettre en tête, est-ce que c'est sûr que j'ai ça? Qu'est-ce qu'on va me dire de plus? Est-ce que ça va être plus
comment c'est ce terme d'être crédible? Est-ce que ça va être plus crédible par rapport à mon médecin traitant? Je ne sais pas. Et pour cette maladie génétique rare, ce serait pas intéressant de pouvoir avoir un diagnostic officiel pour une reconnaissance, notamment à la MDPH? Alors en fait, de ce qu'on m'a expliqué, la MDPH, il y a pas forcément, ils prennent pas forcément en compte le nom de la maladie. Ce qu'ils prennent en compte, c'est vraiment toi, ton état, si ça t'handicape au quotidien ou pas. Alors c'est marrant que tu me parles de mon dossier MDPH justement parce que c'est le gros sujet en ce moment dans ma vie. Mon médecin traitant n'a pas voulu me remplir la partie médicale pendant plus d'1 an. Et j'y suis retournée. Elle me l'a gardé en plus, donc je peux même pas le faire. Enfin, j'aurais pu le réimprimer, mais je veux dire, faire remplir par qui, je sais pas. Surtout, j'ai pas été diagnostiquée dans mon périmètre géographique, donc. Et là, j'y suis retournée il y a 1 mois et demi. Et je lui ai dit bon bah maintenant ça suffit quoi. Enfin, vous voyez, je peux même plus travailler en fait. Je ne peux plus travailler. Je suis prof de yoga, je ne peux plus travailler. C'est bon, je gagnais déjà pas beaucoup ma vie avec ça, mais là je gagne 0. Je peux plus vivre quoi. Et elle m'a dit c'est bon, tu me le laisses, je vais le faire. Mais moi j'avais vraiment envie qu'on le fasse face à face quoi, qu'on le fasse ensemble, parce que comment elle sait tout de ma vie, elle peut pas tout savoir de ma vie. Elle peut pas savoir, non. Et elle me le garde, elle me rappelle le lendemain, elle me dit c'est bon, c'est fait. Et je lui avais laissé un tas vraiment énorme de comptes rendus, vraiment de tout, même les lettres que faisait mon ancien médecin traitant parti à la retraite, tout vraiment. J'ai tout mis. J'ai même eu en plus un contact avec le professeur Amonet, qui est le spécialiste du syndrome d'Ehlers dans l'os. Qui m'avait envoyé plein de documents, et j'ai tout imprimé, j'ai tout donné à mon médecin pour au moins la documenter elle aussi, parce que si elle connaît pas la maladie, au moins ça lui permet de comprendre et de savoir ce que c'est au quotidien. Je te mens pas, je reprends le dossier, je lis, ne peut plus faire son activité personnelle, entre parenthèses, yoga. Et là, je me dis, mais où est-ce qu'on va? Ah, la condescendance, elle y est encore. Oh, mais j'ai pleuré, Tamara, j'ai pleuré. Je me suis dit, mais c'est pas possible. On n'a toujours pas compris que j'ai tout fait pour me sortir de là, et j'ai tout fait pour avoir un semblant de métier, pouvoir avoir une activité, faire quelque chose. Je paye mes charges tous les mois, hein, et on vient me dire sur mon dossier MDPH qui est censé prouver que je ne peux plus travailler et que je suis handicapée au quotidien, dire que je ne peux plus faire ma petite passion du dimanche, mon petit hobby de la semaine, mon petit cours de yoga. Et non, quoi. Et donc, ça va pas du tout. Donc là, j'ai appelé l'assistante sociale qui m'a dit, oh là là, réimprime tout de suite un dossier et tu reprends rendez-vous et tu ne pars pas du bureau tant que ce n'est pas rempli. Parce qu'en dehors de ça, elle avait mis que je n'avais pas de diagnostic, que je pouvais tout faire, que en fait, elle savait pas trop pourquoi je faisais un dossier MDPH. Donc déjà, ça m'aide pas du tout. En fait, on est encore dans le trop jeune, trop joli, j'imagine. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu à chaque fois que tu viens me voir, t'es un petit peu rigolote, tu souris tout le temps, c'est sympa. T'as l'air cool. Tu fais un peu du yoga le dimanche, justement. Oui, voilà, tu fais un peu de yoga le dimanche, c'est trop mignon ça. Et ouais, donc du coup, l'assistante sociale, et là, je me suis un peu payé le culot d'envoyer un mail justement au dernier professeur qui m'a diagnostiqué il y a 2 ans. Écoute, je lui ai envoyé, mais c'est marrant qu'on parle de ça, je lui ai envoyé un mail hier à 15h, à 17h, elle m'a appelé, professeur en personne m'a appelé, et elle me dit, c'est quoi le problème? Qu'est-ce qui se passe, Charline? Qu'est-ce qui se passe? Je lui dis, voilà, est-ce que vous avez un moyen de faire comprendre à mon médecin traitant qu'il faut bien remplir la partie médicale du dossier MDPH et surtout arrêter de minimiser les choses et de comprendre que cette maladie est super handicapante au quotidien, que j'ai beau sourire, être toujours de bonne humeur, non, il y a des moments ça va pas du tout. Mais moi j'estime que quand je suis en société, j'ai toujours le sourire en fait. Donc j'ai un peu de mal avec ça, je pleure chez moi et en dehors de chez moi, tout va bien. Enfin, tu vois, c'est un peu le truc, c'est le masque de tout va bien. Et en fait la professeure me dit OK, je l'appelle tout de suite. Elle travaille aujourd'hui, je l'appelle tout de suite.
Et moi, j'ai rendez-vous demain pour qu'elle re-remplisse ma partie médicale. Oh, j'ai des frissons, trop bien. Ok, Ouais, et tu seras tenue de nous tenir au courant des suites, évidemment. mais carrément. Après, je ne sais pas ce que ça donnera, mais au moins, aller au moins jusqu'au bout de ça, parce que c'est... Bien sûr. Est-ce que tu pourrais du coup nous dire aux auditeurs et auditrices et à moi en quoi en fait tu es handicapée et empêchée dans ton quotidien vu que c'est pas entendu par certaines personnes, peut-être que tu peux le nommer ici. Bah, en fait, cette maladie, on va dire que ça touche les tissus conjonctifs, donc à peu près 80% du corps, on va dire. Et des tissus conjonctifs, bah, on en a partout. Mais là où ça touche principalement, c'est au niveau des muscles, des tendons, des articulations, des ligaments. Donc la douleur, déjà, ça fatigue. Donc quand je me réveille, je suis vraiment fatiguée, hein, que j'ai dormi 7 heures, 9 heures, 10 heures, c'est pareil, je suis toujours fatiguée. Le déverrouillage du matin est très compliqué. Alors parfois, je me lève, je ne peux pas du tout être debout. Je ne peux pas mettre un pied devant l'autre, je ne peux pas être sur mes pieds parce que j'ai trop de douleurs articulaires ou musculaires. Des fois, ça va et c'est au fil de la journée. Alors après, je ne me laisse pas aller, entre guillemets, c'est-à-dire que je continue à essayer d'avoir un peu d'activité physique, d'où mon petit hobby du yoga, tu vois, la journée. Je vais essayer d'aller marcher, j'essaie de faire des choses. Simplement, mon corps a des limites et les limites ne sont jamais les mêmes d'un jour à l'autre. Donc, la veille, j'ai fait 1 heure de, je sais pas quoi, 1 heure de marche, on va dire. Le lendemain, ça va. Ça, c'est douloureux, mais j'ai des courbatures comme tout le monde ou voilà, ça va. Donc, ce jour-là, ça va. Donc, je vais faire plus. Mais là, ça va, le surlendemain, ça ne va plus du tout. C'est-à-dire que je ne peux pas bouger. C'est-à-dire que j'ai des parasthésies, j'ai des contractures très profondes. J'ai parfois des mini-entorses, des mini-luxations. Je me luxe l'épaule, on va dire. Je me remets l'épaule 15 fois par jour déjà. J'ai une sciatique chronique, donc déjà ceux qui ont une sciatique savent que c'est très douloureux. Bon, moi j'en ai une double tous les jours depuis des années. J'ai vraiment des problèmes, on va dire, dans les mouvements, beaucoup, même malgré tous les efforts que je peux faire, parce que bien entendu mon médecin pense que je passe ma vie sur mon canapé et ce n'est pas le cas. Et ça me fait toujours rire quand, bah tu vois, c'est un peu à la manière du reposez-vous. Moi c'est toujours, tu sais, il faut bouger un peu. Bah, je bouge, mais vous avez pas compris qu'au bout d'un moment, en fait, mon corps ne peut plus du tout bouger parce que j'ai bougé. Donc c'est un peu contradictoire. Donc ça m'handicape, on va dire. Je peux pas rester debout. Donc quand je fais mes courses, déjà je peux pas porter mes sacs de courses. Je peux pas rester debout quand je fais mes courses, que je suis à la caisse, c'est une catastrophe. Là, il m'est arrivé la dernière fois. Tu vois, j'ai des copains qui faisaient un concert et je lui ai dit est-ce qu'il y a des places assises? Il me dit non, il y a que en PMR. Mais en PMR, il y en a pas beaucoup. Et je lui dis, mais moi, j'ai pas de carte. Donc, ça veut dire que si je veux venir, je suis obligée d'être debout. Donc, je ne peux pas rester debout. Donc, en fait, je peux pas venir. Donc, déjà, ça, tu vois, je suis vraiment limitée dans mes activités. Et puis, bah, je peux pas travailler, je peux pas porter de charge, je peux pas faire des mouvements répétitifs. Je ne peux plus conduire. Je vis chez mes parents, je peux pas passer l'aspirateur, je peux cuisiner de temps en temps, j'essaye. Je peux pas, enfin voilà, c'est ma mère qui m'aide. Et alors le truc qui est assez risible, c'est que ma mère touche une pension d'invalidité depuis 30 ans parce qu'elle ne peut plus travailler depuis 30 ans parce qu'elle a des problèmes musculaires, articulaires et qu'elle n'a jamais été diagnostiquée de quoi que ce soit. Mais ça l'handicapait beaucoup dans son métier, donc elle a dû arrêter de travailler. Et en fait, c'est que mon aidante devrait avoir une aidante. Complètement. Voilà. Donc tout ça, ouais, c'est une situation qui est assez complexe. Et puis après, bah, tu sais, toutes les douleurs neuropathiques, les fourmillements, les engourdissements, les tressautements, enfin, tout ce qui peut, alors c'est pas grave, ça fait pas forcément mal, mais c'est chiant. Voilà. Bien sûr. Toi, tu travailles quand même un tout petit peu, hein. Tu me disais que la dernière fois qu'il faut qu'on trouve les métiers qui correspondent à ce qu'on a, c'est-à-dire. Exactement. Bah déjà, quand tu peux pas te lever tous les jours, le salariat c'est compliqué. Donc c'est pour ça que je me suis lancée moi dans le yoga, comme ça je pouvais être auto-entrepreneur et faire mes cours quand je le pouvais, enfin ou au moins aménager ma semaine pour pas avoir trop de cours, trop de travail du coup. Et sinon, après, tout ce qui peut être fait en télétravail,
Moi, tu vois, je vais arrêter le yoga parce que je peux vraiment plus. Mais je viens de faire une formation pour continuer un peu sur les études que j'avais faites. J'ai fait une formation en communication digitale pour me lancer en tant que community manager ou pour gérer les réseaux sociaux des gens, des particuliers, des entreprises. Ça, c'est quelque chose que moi, je peux faire de chez moi et pour lequel tu peux être rémunéré. Donc effectivement, quelqu'un qui a des difficultés à rester debout, ben tu peux pas être vendeuse dans un magasin, c'est pas possible. Je sais pas, enfin tu vois, il y a des exemples comme ça. Quelqu'un qui a vraiment un problème, qui a toujours un peu des brouillards cérébraux et tout, enfin vraiment compliqué. Tu peux pas la mettre devant un ordinateur toute la journée à devoir faire des mails, des trucs, des machins. Enfin c'est pas possible. Il faudrait plutôt avoir un métier manuel. À contrario, quelqu'un qui a toujours mal aux mains, tu peux pas faire un métier manuel. Enfin, tu vois. Et Bien sûr. peut-être que c'est des choses que tu faisais avant, mais il y a toujours un avant, un après. Enfin, il y a toujours une vie d'avant et une vie d'après. Hein, quand tu tombes malade, quand tu es malade, quand tu as une pathologie, un diagnostic. Donc, il faut moduler sa vie toujours autour de cette maladie et malheureusement, c'est pas facile pour tout le monde, quoi. Hmm. Et qu'est-ce qui te permet de t'engager quand même, d'écrire un livre de 300 pages, de faire un compte Instagram, de répondre à des interviews? Mon caractère, ma force de caractère. Mais ça, c'est quelque chose que j'ai appris au fil des années. Hein. Bon, j'ai un bon caractère de base, mais j'ai acquis cette force, je pense. Et pour moi, rien ne se fait sans l'espoir d'eux. Tu vois, il y a toujours un espoir d'eux. Alors quand j'écris, c'est sûr, les postures que je prends quand j'écris, c'est pas forcément, c'est des postures qui vont me faire mal vraiment à la fin de la journée. Mais comparé au bonheur que j'ai eu à écrire, et en plus là, j'ai écrit ce livre, c'était pas vraiment pour moi. Enfin, à la base, c'était pas pour moi. Comme je te le disais un peu avant dans l'interview, j'ai voulu au départ recueillir que des témoignages et ne pas parler de moi. Je ne voulais pas parler de moi. Mais pour moi, la meilleure des manières de faire comprendre ce que vit quelqu'un, et du coup, comme c'était moi l'auteur, j'ai vraiment tout raconté de ma vie au final et j'y suis allée vraiment, vraiment dans la vulnérabilité la plus profonde. Ça a été très dur, j'ai beaucoup pleuré de ressasser tout ça. Mais pour moi, c'était la meilleure des manières de bien faire comprendre ce que vit une personne qui est en errance médicale ou qui a une maladie chronique et de pouvoir, avec ma force de caractère, emmener les personnes, les lecteurs, les lectrices, les emmener dans ma vie et leur dire qu'au final, tout est possible. Il y a quand même de l'espoir et que on peut en faire une force, en fait. Hmm. Et du coup, quel message tu souhaites faire passer aux personnes qui sont trop jeunes et trop jolies et qui vivent avec des mots invisibles? Je suis passée à l'avant-dernière question alors que je t'ai pas encore demandé si tu voulais rajouter quelque chose avant ça. Qu'est-ce que je peux ajouter? Que c'est pas facile, c'est clairement pas facile et qu'il faut surtout apprendre à se connaître énormément et se faire confiance et s'aimer avant tout. Vraiment, vraiment. Quand on s'aime, je pense que ça, c'est quelque chose que j'ai appris à travers le yoga. Et quand on apprend vraiment à s'aimer, on, on culpabilise moins tu vois, de dire non à une sortie, de dire non à je ne sais quoi. Enfin, tu vois, on culpabilise déjà moins d'être malade, d'avoir mal. On essaie d'apprendre à se connaître. Donc, il y a forcément dans la maladie des moments où ça va mieux et des moments où ça va pas du tout. Mais il faut savoir les reconnaître, se connaître, connaître son corps, comment on fonctionne. Et les jours où ça va pas, on fait rien. Enfin, je veux dire, on fait en sorte qu'on se repose, on prend voilà ces dispositions pour ne rien avoir à faire dans cette journée, si ce n'est faire des choses qui nous font du bien vraiment ou qui nous aident. Et on sait qu'il y a les jours où ça va aller mieux. Là, on peut avoir des projets, on peut faire des choses, on peut avancer. Voilà, il faut pas se perdre en fait, vraiment pas. Il faut pas que la maladie, ça soit collé sur notre front et qu'on vive que pour la maladie. Mmh. Et maintenant que j'ai un nouveau filtre dans ma vie, j'ai envie de te demander quid de la maternité? Quid de la maternité?
mais moi j'ai pas, je ne sais pas. C'est pas mon domaine. Là, franchement, c'est pas mon domaine du tout. Ça serait plutôt à toi de me dire comment ça se passe justement quand on est une malade chronique et que... Moi, c'était plutôt la question de est-ce que c'est quelque chose dans lequel tu peux te projeter ou pas? J'ai pas, pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Alors, il y a plusieurs raisons. Il y a une raison génétique aussi. J'ai pas forcément envie d'avoir un enfant qui a une vie pourrie à cause de la maladie. Mais bon, en même temps, ma mère vit avec, ma grand-mère aussi, moi aussi. Bon, ça va, tu vois, ça peut aller. Donc, il y a ce côté-là. Il y a aussi le côté de, bah, j'ai déjà vachement de mal à m'occuper de moi-même, enfin, tu vois, quand je suis vraiment fatiguée, moi, si mon enfant, il pleure à 9 heures, que je peux pas me lever, qu'est-ce que je fais? Enfin, c'est que des questions comme ça. Alors moi, j'ai un autre problème. C'est un énorme trouble. C'est un trouble de la coagulation. Donc, je fais des hémorragies post-opératoires à chaque fois. Et c'est un gros risque pour moi, l'accouchement, en fait. Donc ça, pour moi, en tant que femme, et ça fait quelques années que je sais ça, c'est très difficile de me projeter et de me dire j'ai pas envie de mourir en donnant la vie. Enfin, je veux dire, c'est assez perturbant. Bien C'est sûr. assez compliqué. Bon, pour rassurer quand même un petit peu, moi j'ai fait une grosse hémorragie en accouchant et C'est vrai. j'accouchais même pas dans un milieu médical, hein, j'accouchais dans un bain, dans une Ouais. bain. Et je m'en suis sortie avec beaucoup de transfusion de fer. Transfusion, on dit ou Oui, ouais, c'est ça. de fer. Mais voilà, on ne meurt pas forcément d'une hémorragie en accouchant. Je préfère rassurer les gens déjà un peu anxieux qui nous écoutent. Oui, mais enfin voilà, Mais en effet, c'est un risque en plus, on est bien d'accord. C'est un risque en plus. Et ouais, c'est des peurs qui s'accumulent. Mais tu sais, depuis que je suis malade, en fait, j'ai de l'anxiété qui a vachement évolué. J'accumule des peurs. J'accumule énormément de peurs. Et que ce soit sur ça, sur la maternité, ou le fait de voyager, le fait de sortir, le fait de beaucoup de peurs sur beaucoup de choses, énormément. Mais bon, je pense que plus on en fait, moins on a peur finalement. Mais plus on a peur, moins on en fait. C'est un cercle un peu vicieux. Et toutes ces expériences-là, qu'est-ce qu'elles t'ont amené comme super pouvoir dans ta vie? La bienveillance, l'empathie, c'est super important. Accepter mon hypersensibilité, trouver que c'est une grande force. Avoir une force de caractère. Savoir dire non. Alors je dis peut-être non un peu trop souvent, mais savoir dire non. Me ménager beaucoup, déléguer aussi énormément. Si je veux un truc qui est à 5 mètres de moi et que je vois que ça me fait trop mal d'y aller, je demande. Si je ne peux pas cuisiner, je demande qu'on le fasse à ma place. J'ai pas peur de demander et c'est aux autres de savoir s'ils ont envie ou pas de m'aider en fait. C'est ça. Moi, tout ce que ça m'a apporté, tu vois, je serais pas devenue prof de yoga. Du coup, j'aurais pas rencontré les gens qui sont devenus mes meilleurs amis aujourd'hui. Je serais pas retournée chez mes parents et j'aurais pas vécu toutes ces années finalement avec eux qui sont très précieuses. On se rend pas compte à quel point c'est précieux quand on s'entend bien avec ses parents, qu'on aime ses parents et que nos parents nous aiment. Des fois, on part de la maison à 18 ans, on revient jamais et les relations s'étiolent un peu. Et en fait, c'est très, très précieux. Alors moi, je les vois vieillir, mais du coup, je me dis que je regretterai jamais ça parce que j'en ai vachement profité. Finalement, c'est plus à moi que ça fait plaisir d'habiter chez mes parents qu'à eux. J'ai envie de te dire tant mieux parce que c'est une situation qui pourrait être complexe et douloureuse pour beaucoup de personnes. Énormément. Et ça, j'en suis vraiment consciente. Mais souvent, je leur demande, je leur dis, mais franchement, est-ce que ça a changé votre vie? Est-ce que ça vous embête pas? Alors oui, ça a changé notre vie, mais en mieux. Et si tu partais, qu'est-ce qu'on s'ennuierait, en fait? Donc c'est mignon. C'est vraiment, enfin, c'est adorable, quoi. Mais, ma mère, par contre, qui elle, au final, paraît, et elle le porte sur elle, la douleur, et elle paraît tellement souffrir plus que moi. Et au final, c'est elle qui s'occupe tout le temps de moi. Donc, je sais pas comment inverser ce rôle, ou
où elle serait beaucoup plus aidée que moi. Mais bon. Merci pour ton témoignage, Charline, et merci pour ton engagement pour toute la communauté qui vit dans l'invisible et dans l'errance. Merci beaucoup à toi surtout. On a enfin réussi à enregistrer ce podcast après de nombreuses tentatives et surtout beaucoup d'échanges entre toutes les deux. Et je suis ravie de pouvoir discuter avec des personnes qui comprennent. En fait, c'est surtout ça qui est important. C'est être entendue et comprise. Mais dans tous les cas, c'est comme pour tout, tant que les gens n'ont pas vécu ça, ils peuvent pas se mettre à notre place. Merci beaucoup. Merci à toi. Coucou Tamara, j'espère que tu vas bien. Pour te donner quelques infos par rapport à la dernière fois, j'ai bien pu récupérer mon dossier MDPH rempli par mon médecin généraliste après avoir eu l'appel de l'interniste. Donc je pense que ça a fait du bien sur ce plan-là que l'interniste dise à mon médecin traitant qu'il fallait prendre vraiment en considération ce diagnostic qui avait été posé et que je méritais, comme toute personne atteinte d'un handicap invisible, d'avoir au moins un dossier MDPH convenable à déposer. Donc maintenant, je croise juste les doigts. J'attends un peu le retour de ce dossier. Ça prend quelques mois. Et j'ai pas revu mon médecin depuis. Je sais juste quand on a rempli un peu le dossier ensemble, elle me disait mais quand je te vois t'arrives à marcher. Bah oui, mais je lui ai dit en fait quand j'ai mes béquilles, je sors pas de chez moi, donc je prends pas non plus rendez-vous avec le médecin parce que c'est trop la galère. Donc oui, il y a des choses qu'on voit pas. C'est comme ça, mais bon, ça en reste pas le moins compliqué pour le quotidien. Et sinon là, depuis quelques temps, je suis suivie par une nouvelle neurologue. Elle est toute nouvelle, donc elle a commencé déjà à me faire pas mal d'examens. Donc on verra bien. Écoute, ça se maintient, on va dire entre guillemets. Moi maintenant, le principal pour moi, ce serait la reconnaissance. Mais c'est toujours un peu compliqué. Voilà. Bon écoute, j'espère que tu vas bien. Je te fais des bisous. Et puis à très vite. Merci de soutenir ce podcast en vous abonnant pour ne manquer aucun épisode et en lui donnant 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute préférées. Rencontrez mes invités et découvrez tous les engagements de la communauté Les Invisibles sur le compte Instagram Les Invisibles Podcast. Ensemble, continuons à visibiliser l'invisible.